Bonjour les sportifs connectés, c'est Hermano et comme à mon habitude, je ne suis pas seul. Encore une fois, je ne suis pas seul parce que je suis accompagné de Grégory. Salut Greg. Salut Hermano. Mais nous avons aussi un invité fidèle à notre rythme un épisode sur deux. Greg et moi débattons et puis l'autre, nous recevons un invité et aujourd'hui, c'est Nicolas Vernaz. Salut Nicolas. Hello. Alors Nicolas, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que tu peux nous dire qui tu es et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on t'a invité sur notre épisode d'aujourd'hui ? Eh bien, je suis un consultant en protection des données en cybersécurité et puis la majeure partie de mon temps, j'aide des entreprises avec la protection des données et notamment le RGPD européen. Et comme vous êtes dans les montres connectées, vous êtes dans les objets connectés liés au sport, je suppose qu'il y a de la donnée personnelle. Alors effectivement, on va voir ça avec Grégory tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un paquet de données personnelles. Est-ce que toi, déjà, à ton niveau, tu es sportif ? Oui, tout à fait. Je cours pas mal et je fais aussi du trail, sur route et beaucoup sur trail, on va dire. Donc finalement, cette problématique des objets connectés, des trackers que l'on utilise pour suivre, pour améliorer notre entraînement, tu y es aussi confronté au jour le jour, à chaque fois que tu t'entraînes. C'est même une des raisons qui m'a poussé à venir ici aujourd'hui, oui. Comment ça, une des raisons ? Venir à accepter notre invitation ? Exactement, essayer de un peu de démocratiser, puis un peu d'informer les gens surtout sur ce que font toutes ces plateformes et sur les risques potentiels, parce que je pense que beaucoup de gens manquent d'informations par rapport à tout ça. C'est super, on va donc faire un épisode de podcast informatif et comme ça, tous ceux qui nous écoutent n'auront plus d'excuses pour se demander où sont leurs données et pourquoi est-ce que tel prestataire m'a contacté ou tel autre ou comment est-ce que cela se fait-il que certains géants en sachent autant sur moi. Peut-être que pour commencer, on pourrait faire un rapide tour d'horizon de ces fameuses données. Je pense que Greg, tu veux peut-être prendre la parole sur comment apparaissent ces données, comment est-ce qu'elles naissent et à quoi elles nous servent. Oui, alors on porte des montres connectées pour nous entraîner pour le sport, mais depuis plusieurs années maintenant, ces montres, elles ne nous servent pas que à accumuler des données sur notre activité sportive, mais elles nous suivent vraiment au quotidien et voire pour ceux qui les portent la nuit pour analyser leur sommeil, c'est vraiment du 24 heures sur 24. Et non seulement la collecte de données, elle s'est élargie à la vie quotidienne en plus de l'entraînement sportif, mais aussi le nombre de données qui sont accumulées par ces montres devient de plus en plus important. Avec les derniers modèles qu'on peut trouver sur le marché, on a des capteurs de saturation d'oxygène, on a des capteurs de fréquence cardiaque, on a une analyse de tous les mouvements qu'on va faire au cours de la journée, on va aussi mesurer la qualité de son sommeil. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont très importantes au niveau de la collecte de données directement sur la montre. Et puis juste pour la petite information, il y a des algorithmes maintenant qui au niveau de ces montres ou de ces bracelets connectés avec la lecture de la fréquence cardiaque optique en continu, avec différents paramètres, peuvent nous informer, par exemple, c'est juste un exemple, que dans 2 jours, on risque de tomber malade parce que il y a une variation de la fréquence cardiaque qui est anormale ou voilà. Donc la montre va vous avertir avant que vous en ressentiez les symptômes que vous êtes en train d'attraper la grippe. Donc ça c'est une petite anecdote, mais ça existe vraiment et toutes ces données, elles sont accumulées par nos montres. Mais aujourd'hui, les fabricants proposent tous la même solution de stockage de ces données, c'est-à-dire que la montre les enregistre dans sa mémoire, mais tôt ou tard, elle finit par les synchroniser sur un service qui se trouve sur Internet, sur des serveurs qui vont concentrer ces données chez les différents fabricants. Donc par exemple, si j'ai une montre Polar, elle va accumuler des données au cours de ma journée, puis quand je vais la synchroniser avec mon application smartphone, ces données, elles vont être copiées, elles vont être synchronisées sur les serveurs de Polar, et ensuite, eux vont prendre ces données et puis les processer. Donc d'une part pour les afficher sous forme sympa dans leur interface, que je puisse les analyser simplement de manière visuelle, parce que les données qui sont stockées dans la montre, elles sont sous forme illisible ou en tout cas techniquement codées, mais par contre dans l'interface de Polarflow par exemple, je vais pouvoir les consulter de manière sympa et visuelle. Et puis ensuite, eux vont les processer aussi pour alimenter leur connaissance sur la communauté d'utilisateurs qui
qui est leur base de clients. Et typiquement, on a eu des problèmes de confidentialité, on va en parler avec Nicolas au cours de cet épisode. Strava, Polar et Fitbit ont été épinglés parce que sur leur heatmap, donc c'est-à-dire sur des cartes en ligne où on peut retrouver les endroits qui ont le plus été fréquentés par des sportifs au cours des X derniers mois, eh bien il y a eu des fuites d'informations qui ont parfois été un petit peu gênantes pour ces marques. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que la montre enregistre mes données avec des accéléromètres, avec des capteurs techniques, elle les stocke dans sa mémoire et puis ensuite à un moment ou un autre, elles vont les synchroniser. Donc certaines montres c'est automatique, toutes les X minutes elle va synchroniser avec l'application mobile, et puis pour d'autres c'est quand je vais synchroniser manuellement ma montre avec mon smartphone que ça va être envoyé sur ces plateformes. Alors, moi j'ai quand même une question parce que on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé aussi utiliser un produit sans avoir lu les conditions générales d'utilisation. Dans les faits, je crois qu'il y a très peu de gens qui les lisent. Peut-être, Nicolas, tu les as lus, mais je pense que tous les trois, on les a pas tous lus. On a finalement quand même pas énormément d'informations sur le fait que ces données, elles soient traitées localement dans la montre, enfin enregistrées plutôt, ensuite envoyées dans un système online et puis processées et encore après redistribuées derrière. Si on lit pas les conditions générales d'utilisation, on va pas forcément le savoir et ils publient pas là-dessus. Alors effectivement, on s'est amusé à faire l'exercice de lire les conditions d'utilisation de Garmin, Suunto, TomTom, Fitbit et aussi Runkeeper, enfin bref, Strava, Runkeeper. Et en réalité, les politiques de confidentialité de ces acteurs sont pas terribles. Et ce qui est étonnant, c'est que Grégory, tu parlais de cet incident qu'il y a eu avec Strava, Fitbit. C'est les deux meilleurs politique de confidentialité que j'ai pu lire sur Internet. Donc comme quoi, le fait d'avoir eu un incident a peut-être provoqué l'amélioration de ces politiques. Mais de manière générale, on a peu d'informations sur les données collectées, peu d'informations sur ce qu'elles vont être faites, sur les échanges. Et si jamais, pour information, les 3/4 de ces acteurs sont soit aux USA, soit dans des pays qui n'ont pas forcément une adéquation en termes de protection des données. Donc ça fait un peu peur quand on regarde juste où ils sont et leur politique de protection de données. Ça fait peur. Ça fait peur pour un acteur qui connaît, qui sait lire, qui sait décrypter ces messages. Mais pour le commun des mortels, est-ce que tu crois que ça fait vraiment peur ? Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut tout partager, et moi le premier avec ma Garmin et mon Strava, on partage nos courses, on partage nos infos sur Facebook, on partage nos infos dans LinkedIn, etc. On partage tout, et on se pose peu la question de finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc effectivement, la personne lambda, elle va pas avoir peur parce que pour elle, c'est normal de partager. Néanmoins, il faut savoir que ces données, c'est la nouvelle mine d'or des entreprises, et si elles sont collectées, c'est pour nous donner certaines informations, mais pas que. Et c'est là où on tombe dans le big data et l'utilisation de ces données pour d'autres besoins, notamment, j'en ai listé quelques-uns, on pourra y venir. On sort un peu du cadre pur sportif qui était peut-être le cadre initial. On va peut-être pas oublier de rappeler quand même que sur Internet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, entre guillemets, et il faut voir quand même que ces produits, ces montres, même si elles ont un coût certain, entre 200 et 800 euros, ça reste quand même pas si cher que ça au regard du service qu'elles nous offrent. Donc, quelque part, il faut aussi être réaliste et se rendre compte qu'il y a peut-être un business model derrière qui est autre que simplement vendre des produits de tracking. Ça c'est certain, hein. Je pense que maintenant, comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est la mine d'or pour ces entreprises, ces données-là. Parce que l'évolution de nos produits, l'évolution logique de nos produits de sport, que ce soit les bracelets connectés, les montres, les compteurs cyclistes et autres, ils vont vers de plus en plus de ces analyses pour nous donner de plus en plus d'informations pertinentes par rapport à la manière dont on va s'entraîner, dont on doit gérer notre journée. Et puis les algorithmes qui sont intégrés à ces capteurs, ils vont utiliser cette masse
masse de données, c'est centaines de milliers de sessions de sport qui ont été enregistrées par des utilisateurs à travers toute la planète, et puis ils vont chercher des correspondances d'une personne à peu près de même type sportif qui a effectué les mêmes entraînements et puis qui est arrivé à des résultats qui sont plus ou moins bons, et puis tout ça mathématiquement mis ensemble, ça va permettre de définir des plans d'entraînement qui vont devenir de plus en plus optimisés pour les différents athlètes. Donc il y a un intérêt certain, rien que pour cette partie-là, chez Garmin, Polar et les autres marques, à cumuler ces données pour pouvoir ensuite les analyser et puis proposer des services qui sont encore plus personnalisés par rapport à l'historique qui a été enregistré. Et puis il y a autre chose aussi, c'est, alors ça je sais pas, j'ai pas passé en détail les revues des politiques de confidentialité de ces plateformes, mais est-ce que ces marques pourraient revendre ces données à d'autres sociétés pour les processer à d'autres fins? Le RGPD, pour rappel, protège donc les données personnelles. Alors qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est toute donnée qui me permet de vous identifier directement ou indirectement. Donc ça peut être ton nom, prénom, email, ça c'est facile, mais ça peut être effectivement un numéro d'immatriculation, une donnée GPS si elle est accrochée, si on peut la joindre à un nom. Donc c'est assez vaste finalement les données personnelles. Et puis le RGPD, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on n'a pas le droit de les utiliser pour autre chose que ce dont elles ont été collectées et pour ce dont on a donné notre accord. Donc c'est là où je dis la lecture de ces politiques de confidentialité est intéressante parce qu'il y a finalement peu d'informations sur ce qu'ils en font. Donc en réalité, on approuve quelque chose qui est assez vague, ce qui est donc pas forcément en ligne avec le RGPD, premièrement. Et puis du coup, pour répondre à ta question, je peux pas parce que les 3/4 de ces acteurs ne précisent pas en fait avec qui ils les échangent. Mais donc ils sont pas RGPD ou GDPR compliant? Du moins, en prime abord, on n'a pas non plus fait une recherche poussée, mais à la lecture des politiques de confidentialité, non, je dirais que les 3/4 de ces acteurs ne sont pas conformes, ouais, effectivement. Donc pour rappel à nos auditeurs, le RGPD, c'est la loi de la protection des données qui a été adoptée en mai de l'année passée dans toute l'Union européenne. Et alors pour nous, on est un petit peu dans un îlot au milieu de l'Europe en Suisse, c'est-à-dire qu'elle s'applique pas directement chez nous. Donc nous, en tant que citoyens suisses, on va pas pouvoir aller dénoncer une entreprise qui ne respecterait pas cette RGPD. Par contre, dans la majeure partie des cas, on en profite quand même indirectement parce que maintenant les entreprises américaines ou même les entreprises européennes ne font pas de distinguo entre un utilisateur suisse et un utilisateur européen. Donc on en bénéficie, et puis on parlera après aussi de la liberté d'interopérabilité entre les services, et puis ça on en dispose aussi en Suisse. Alors nous on va pas pouvoir aller dénoncer une de ces marques, mais par contre un utilisateur européen qui constate que ces conditions générales ne respectent pas RGPD pourrait alors du coup dénoncer, par exemple en France c'est la CNIL qui s'occupe de ce genre de dénonciation, pourrait aller dénoncer, là je vois sur ton document que tu as préparé les conditions de chez Garmin, Suunto, TomTom ou Fitbit par exemple, aller dénoncer une de ces marques. Alors oui, dans l'absolu. Après, je dirais avant de dénoncer, peut-être une chose à faire, c'est typiquement, si on a un doute, c'est de contacter ces marques-là pour savoir déjà, pour leur demander quelles données vous avez sur moi. Ils sont dans l'obligation de répondre, ils ont 1 mois pour répondre. Donc si, dans un premier temps, on fait cette demande et qu'on n'a pas une réponse, je dirais, valable, on se dit qu'ils ne nous ont pas donné toutes les informations dans le mois qu'ils ont pour répondre, et bien là, effectivement, on pourrait se retourner vers la CNIL si on est en France. Savoir qu'en Suisse, on a aussi le préposé fédéral. Donc en Suisse, on a une loi sur la protection des données, la LPD, qui est en cours de révision. Et en Suisse, l'organe vers qui se tourner si on estime qu'on a un souci, c'est donc le préposé fédéral à la protection des données à Berne. Alors bien sûr, ils sont peu et mal armés pour répondre à toutes les demandes, mais néanmoins, on a aussi des éléments en Suisse qui nous permettent de réagir. Et puis il est évidemment important de préciser que même si l'entreprise est américaine, on parle de Garmin, on parle de Google, on parle de Apple, enfin voilà, de ces géants de l'internet ou ces géants des objets connectés, même s'ils sont américains, à partir du moment où ils adressent un client qui est citoyen de l'Union européenne, ils sont soumis quand même à cette loi RGPD. Oui. Voilà, donc le RGPD, une de ses grosses particularités, c'est donc l'extraterritorialité. Et ça s'applique comment? C'est donc soit vous êtes dans l'Europe, dans un des 28 pays, et vous êtes soumis au RGPD, pas de discussion, soit vous n'êtes pas dans l'Europe, ce qui est par exemple le cas de pas mal d'acteurs suisses
qui sont que en Suisse, mais du moment où vous proposez des biens ou des services, ou si vous monitorez les gens de l'Union, vous êtes aussi soumis au RGPD. Ce qui fait qu'un acteur type Garmin qui est aux USA ou même ou Fitbit qui est également aux USA apparemment, s'ils n'ont pas d'autres entités en Europe, ils sont quand même soumis au RGPD parce que pour le coup ils vont proposer des services et ils vont monitorer les gens de l'Union. Ça, et j'ai envie de dire, pour une fois, c'est quelque chose que l'Europe a bien fait. Ils se sont basés sur le modèle américain qui... notamment le Cloud Act ou autre, qui reprend effectivement cette territorialité. Et donc, qu'on soit français, belge, luxembourgeois ou même suisse, pour autant qu'un service non européen adresse des Européens, ils sont obligés de se plier à cette règle. Donc beaucoup de pays ont revu leurs lois pour se mettre au niveau du RGPD, qui est l'acte le plus contraignant au niveau mondial. Et donc c'est un trend mondial maintenant d'avoir des lois de protection des données. À savoir que par exemple les USA ou la Chine ne sont pas en adéquation avec l'Union. La Commission européenne n'a pas reconnu ces pays comme adéquats. Donc quand des données partent aux USA, il faut savoir que s'ils n'ont pas rempli certaines conditions, ils seront en infraction avec le RGPD. En tant qu'utilisateur, et c'est peut-être le point pour ce podcast, c'est qu'en tant qu'utilisateur de ces mondes connectés, de ces objets, faut savoir que vous avez des droits. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, demander à ces acteurs toutes les données personnelles qu'ils ont sur vous, et ils ont donc 1 mois pour vous répondre. Vous pouvez objecter à un traitement de données, vous pouvez refuser, vous pouvez demander à être oublié. Donc en tant qu'utilisateur, en réalité, on a beaucoup plus de droits par rapport à nos données personnelles vis-à-vis de ces acteurs. Alors, on parlait du droit d'interopérabilité, ou en tout cas d'accès à ces données. Moi, j'ai fait le test sur Strava, sur Training Peaks, sur Garmin et sur Polar, les plateformes que j'utilise le plus régulièrement. Et puis là, j'ai fait une demande en ligne, donc ça se passe simplement dans son profil utilisateur dans la plupart des cas. Et puis, on peut télécharger un fichier informatique qui contient toutes les données qu'on a accumulées sur ces plateformes. Et je dois dire que, alors, chez Strava, c'est hyper complet. Donc, comme tu le disais, Nicolas, eux, ils ont une politique de confidentialité que tu as trouvé plutôt bonne, en tout cas dans la bonne fourchette du marché. Alors là-dedans, on trouve des fichiers informatiques, c'est typiquement des fichiers sous forme de fichiers Excel pour les données qui sont cumulées, comme par exemple le nombre de likes que j'ai donné, tous les commentaires que j'ai posés sur la plateforme, tous les parcours que j'ai appréciés ou que j'ai mis en favori, et puis ensuite tous mes fichiers d'entraînement au format soit GPX, soit TCX, soit .fit. Donc là, c'est un peu technique, mais c'est simplement le même fichier que Strava a reçu des autres plateformes, Garmin, Suunto et autres, que je synchronise sur Strava. Donc là, effectivement, ça avait l'air plutôt complet. Je dois dire que chez Garmin, le test a été relativement complet aussi. Les données étaient aussi assez complètes, je pense, par rapport à tout ce qui récolte sur moi. Et puis, par contre, la petite déception, c'était chez Polar, parce que Polar donne des fichiers qui sont très difficilement exploitables. C'est des fichiers qui sont au format JSON, donc pour les pures techniques, vous saurez que c'est très difficile à appréhender en tant qu'humain. Donc là, il faut avoir des outils logiciels spécialisés pour exploiter ces données, et ils sont pas facilement réutilisables, par exemple, pour migrer vers une autre plateforme. Donc là, peut-être petit plus côté Strava et Garmin par rapport à Polar qui met un petit peu des freins quand même à l'export de ces données. Et une question quand même, Nicolas. Il me semblait que dans cette interopérabilité, les opérateurs avaient l'obligation non seulement de mettre à disposition les données quand les utilisateurs les demandent et qu'elles soient téléchargeables et exploitables, mais également de faciliter la migration depuis un autre service. Est-ce que cette deuxième partie, je l'avais bien comprise, ou au contraire, ils ne sont pas obligés de mettre à disposition de quoi intégrer ce qui vient d'une autre plateforme ? Non, tout à fait, tu as très bien compris. Ils sont tenus de livrer les éléments dans un format lisible, exploitable, etc. Après, c'est pas toujours facile, et puis s'ils peuvent pas pour certains types de données, ils doivent en fait justifier pourquoi ils peuvent pas. Ok, et du coup, la plateforme vers laquelle l'utilisateur se destine à migrer, typiquement dans notre exemple du sport, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on est rentré en contact avec Greg, j'avais trouvé son site et je me suis permis de lui poser la question. J'étais chez Polar, je passe chez Garmin, j'ai pu récupérer mes données Polar, mais est-ce que tu sais où est-ce que je peux les intégrer chez Garmin ? Donc, est-ce que finalement, l'autre opérateur, en l'occurrence Garmin dans mon exemple,
est obligé de mettre à disposition les outils pour pouvoir intégrer les données de Polar ou c'est au bon vouloir des utilisateurs ? Non, disons que Polar doit exporter dans un format que la majorité des autres acteurs sont censés pouvoir lire. Donc de l'autre côté, Garmin est censé aussi lire un maximum de formats pour permettre cette interopérabilité. Là, dans ce cas précis et particulier, je pense qu'on peut clairement mettre la faute sur Polar parce que à travers les plateformes sportives, GPX, TCX et FIT sont vraiment les 3 standards qu'on va rencontrer le plus souvent. On trouve parfois des imports-exports au format CSV qui sont déjà un petit peu plus cavaliers parce qu'il n'y a pas de normes de structure de ces données. Mais par contre, le format JSON, il n'est pas vraiment exploité dans ce milieu-là. Même si c'est un standard au niveau informatique pur et dur, dans ce milieu-là du sport connecté, c'est pas vraiment, voire même pas du tout un standard. Au-delà de dire que Polar est un mauvais élève, c'est peut-être aussi qu'il a vraiment pas envie parce qu'il opère déjà avec Strava. Il doit pouvoir être en mesure de nous laisser exporter à minima les fichiers TCX ou GPX ou autres. Bah justement, quand il envoie ses données sur Strava, il le fait au format TCX. Donc ça veut dire qu'ils savent processer ce type de fichiers. Mais quand l'utilisateur en a besoin, il ne sait pas les récupérer. Il récupère des JSON. Voilà, ça pourrait tout à fait faire l'occasion, en tout cas, d'un report à une autorité si on estime que ça nous met dans une situation non souhaitable, on va dire. Oui, parce que l'utilisateur, lui, n'est pas obligé de justifier pourquoi est-ce qu'il veut récupérer ces données. Il a juste à contacter l'autorité compétente en signalant qu'il aimerait migrer d'une plateforme à une autre, mais qu'il se rend compte qu'un des acteurs ne joue pas le jeu. Par exemple, oui. Justement, en parlant des différents acteurs, des différentes plateformes, j'ai cru comprendre que tu t'étais amusé, entre guillemets, à lire les conditions générales d'utilisation de plusieurs opérateurs. Oui, on a regardé Garmin, Suunto, TomTom, Fitbit, Runkeeper, Strava. Alors, effectivement, ce qu'on a pu remarquer, c'est que Strava et Fitbit sont les bons élèves. Je pense que la petite fuite de l'armée américaine n'y est pas anodine, on va dire, puisque des traces de coureurs avaient permis la reconnaissance d'une base américaine secrète. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu renforcé leurs éléments. Après, Suunto, TomTom, je dirais que c'est moyen, c'est-à-dire qu'il y a des éléments... On trouve des choses, mais on ne trouve pas tout. Et puis, le mauvais élève, en tout cas dans une première lecture, ça reste Garmin. Tu pourrais peut-être, pour les autres, nous donner des exemples. Quand tu dis les conditions d'utilisation sont moyennes, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, des choses qui ne sont pas compliant ou qui ne sont pas très correctes ou même qui manquent, à ton avis ? Suunto, typiquement, la politique se trouve dans un bandeau au fond du site. Et l'information, elle est un peu dure à obtenir. C'est pas hyper accessible pour obtenir l'information. Après, par exemple, TomTom, on a dit que c'était moyen aussi, parce que par exemple, c'est pas forcément évident de se faire une idée précise des données collectées et transférées. Garmin, on trouve que c'est pas terrible, parce qu'il y a peu d'informations sur les données collectées, il y a peu d'informations sur les données de santé, et puis finalement, il y a très peu de précision dans cette politique de confidentialité. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'on se mette à plusieurs et qu'on lance des actions de groupe pour demander à ce que les conditions d'utilisation soient revues, voire même peut-être homogénéisées si c'était possible, ou malheureusement accepter, si on a choisi une marque ou plutôt qu'une autre, accepter ces conditions d'utilisation. De toute façon, si on veut utiliser nos appareils, on n'a pas véritablement le choix. Je dirais oui, faire une action parce qu'une politique de confidentialité n'est pas à jour. Je pense pas qu'il y aurait de grandes débouchés. Par contre, faire le test de dire maintenant donnez-moi mes données, ça c'est une chose. Ou alors si vraiment on veut plus avoir à faire, demander à être oublié. C'est plutôt dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt s'ils réagissent pas à une demande d'individu qu'il faudrait porter plainte que vraiment dire que la politique est médiocre. Non, je pense que c'est comme tout, c'est une histoire d'information. On s'inscrit en connaissance de cause. Je veux dire, si la politique est pas bonne, si on l'accepte, ma foi, on est censé savoir pourquoi on l'accepte. Et donc je dirais que pour tous les utilisateurs de Garmin, moi y compris, c'est en connaissance de cause qu'on va chez eux. Est-ce que ça veut dire que j'accepte qu'ils fassent n'importe quoi de mes données ? Non. Et si un jour je m'en rends compte, je serai le premier à aller le reporter à la CNIL. Mais en attendant, tant que j'ai pas de fait avéré qu'ils ont fait n'importe quoi, ma foi, je dirais que j'accepte leurs conditions telles qu'elles sont, quoi. Et si on revient justement sur ces données qui partent dans le cloud, qui sont processées et après ils en font
on ne sait quoi, si ce n'est peut-être à l'aide de big data travailler dessus pour ressortir des modèles, pour faire des prédictions, comme disait Grégory, peut-être pour nous dire quand est-ce qu'on risque d'être malade, d'attraper la grippe. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une histoire quelques histoires d'utilisateurs américains qui avaient des Apple Watch qui ont été avertis d'un infarctus imminent et qui ont pu être traités avant même les signes visibles de ces infarctus. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce qui est fait après de ces données, si ce n'est à des fins de prévention ou de prédiction? Est-ce que elles sont revendues? Est-ce qu'il y a des services tiers? Alors, tu nous as répondu tout à l'heure que tu ne savais pas forcément répondre parce que les conditions ne sont pas très claires. Mais toi, est-ce que tu as déjà investigué là-dessus et est-ce que tu le saurais? Non, c'est extrêmement dur à répondre. Il n'y a que Suunto qui précise qu'ils font appel à des tiers dans leur politique de confidentialité. Ça, c'est toujours extrêmement dur. C'est un peu l'histoire du Cambridge Analytica de Facebook. C'est que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à mettre ça visible, c'est extrêmement dur de savoir si toutes les données sont pas revendues ou pas. Après, il faut savoir que l'utilisation pour faire ce genre d'analyse, si les données sont totalement anonymisées, c'est pas soumis au RGPD. Donc si on est dans un monde totalement anonyme, a priori, il n'y a pas de souci avec ça. La problématique, c'est quand c'est plus anonyme. Et puis là, cette histoire des gens qui sont prévenus s'ils font un infarctus ou quoi, on le voit en Suisse, il y a pas mal d'assurances maintenant qui commencent à faire des réductions si on leur transmet les données et puis qu'on fait plus de 10 000 pas, typiquement, par jour, on va avoir une réduction. Là, on rentre dans une exploitation des données qui est peut-être, je dirais, où il faudrait faire très attention, parce que du coup, ça veut dire que notre assureur va obtenir potentiellement toutes nos données sportives et de santé de manière régulière, quoi. On peut partir du principe que si un assureur a nos données de nombre de pas, etc. sur une journée, c'est pas très grave. Si on peut économiser sur sa prime d'assurance, c'est encore mieux. Mais par contre, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, ils vont accumuler des données, ils vont commencer à nous connaître de manière un petit peu intrusive. Et puis c'est vrai que c'est la collecte de données sur le long terme. Et puis chez l'assureur, typiquement pour calculer des primes d'assurance, là on peut être sûr que ces données elles sont pas anonymisées. Donc là il y a effectivement une irruption dans la sphère privée, voire dans la sphère intime qui à la limite, on va dire. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, au vu de ce qui se passe actuellement, où il y a un peu un manque, je dirais, dans les acteurs du sport, peut-être de prise de conscience en termes de protection des données. On le voit dans d'autres domaines où c'est peut-être un peu plus restrictif, un peu mieux géré. Mais dans le monde du sport, c'est pas encore. On est plus dans l'évolution technique, technologique. On offre des services. On n'est pas encore dans la réflexion où il faudrait qu'on le fasse de manière sécurisée et en prenant en compte les droits des gens. Personnellement, moi je dirais il faudrait plutôt partager le minimum. Aujourd'hui, Strava permet de limiter l'échange de données, permet de limiter les gens qui peuvent voir par exemple nos parcours, nos circuits. Donc moi je serais plutôt à dire, si on veut l'utiliser parce qu'on a un intérêt, pourquoi s'en priver, c'est ok. Mais à ce moment-là, s'assurer qu'on limite finalement l'étendue et la portée des données qu'on échange et qu'on partage. Et sur Strava, on a des politiques de confidentialité qui permettent, par exemple, de rendre une zone géographique entre guillemets anonyme, c'est-à-dire que proche de chez moi, je peux mettre une zone de confidentialité et les entraînements que je vais démarrer en GPS juste au pied de mon immeuble, par exemple, sur la plateforme Strava, elles seront floutées entre guillemets dans le sens où la trace GPS partira tous les jours d'un endroit légèrement différent pour pas qu'on puisse identifier exactement l'endroit où j'habite. Parce que si quelqu'un consulte les données que je mets en mode public sur Strava, qui sait que tous les jours, tous les mardis à 17h30, je pars pour un entraînement d'1h30 en bas de chez moi, c'est déjà largement assez d'informations pour planifier un petit cambriolage ni vu ni connu. Hein. Donc voilà, ne pas hésiter à utiliser ces politiques et puis ne pas oublier que chaque fois qu'on partage une information, elle peut se retourner contre nous. Ça, c'est une bonne solution que tu as donnée, là, Greg. Et je pense que nos auditeurs vont apprécier. Mais il n'y a que Strava qui le fait. Alors pour l'instant, oui. Il n'y a que Strava sur laquelle j'ai vu une telle option. Ouais.
Ouais, bah de toute façon, on retourne toujours sur le même problème, hein. C'est que, voilà, moi, j'utilise effectivement des marques et des modèles différents très régulièrement, mais il y a une plateforme sur laquelle je centralise tous mes entraînements pour que je puisse aussi faire mon suivi en tant qu'athlète. Et en ce qui me concerne, cette plateforme-là, c'est Training Peaks, et eux, ils ont les données consolidées et parfaitement complètes de mon entraînement. Donc, elle est pas chez Garmin, elle est pas chez Polar, mais elle est ailleurs. Donc, voilà, comme tu le dis, il y a pas de solution idéale. Et puis, franchement, aujourd'hui, je vois mal un athlète reprendre une montre Casio avec un simple chronomètre et puis gérer son fichier Excel chez lui pour traquer son entraînement et son kilométrage. On est passé à l'ère du cloud, et puis bon gré mal gré, je crois qu'on y va tous. Et puis cet épisode du podcast est important dans le sens où il permet de réveiller la conscience des gens sur ce qui se passe réellement avec leurs données, mais je pense pas que ça va, en tout cas pour la majorité des gens, ça va en tout cas pas les empêcher de continuer à utiliser leur montre. Simplement, ils seront peut-être un petit peu plus avertis sur ce dont ils ont le droit par rapport à leurs données, et puis ce qu'ils doivent éviter de faire. Au final, on a la même discussion que l'on a avec les gérants américains d'Internet, les fameux GAFAM, où on sait, je pense tous très bien que nos données sont collectées et processées et revendues et autres, mais malgré tout, on fait le choix d'utiliser du produit Google, du produit Microsoft, du produit Apple ou autre. Exactement. Très bien, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Vous voyez d'autres points à ajouter ou une conclusion à apporter ? Je pense que Grégory a très bien résumé la chose. En tout cas, si je suis venu aujourd'hui, c'est plus, comme tu le disais, pour informer les gens, les rendre attentifs sur le fait que beaucoup de données sont collectées. On n'a pas forcément une bonne vue sur ce qui en est fait, mais néanmoins, avec un petit peu de quelques petits paramètres sur Strava, quelques petites... je dirais, prise de conscience, on pourra peut-être, de manière générale, améliorer un petit peu la protection des données et des gens, voilà. Et pour un petit insight, moi je rencontre de temps en temps des responsables, alors c'est en général des responsables des marques en Europe, donc Polar c'est le siège en Finlande, Garmin c'est Garmin Europe qui sont principalement basés en Allemagne, et quand je discute avec ces gens-là, c'est vrai que dès qu'on parle de confidentialité des données et de traitement des données sur la plateforme, parce que c'est des sujets que j'ai essayé d'aborder avec eux, c'est vraiment des sujets où ils bottent très rapidement en touche, et des sujets tabous. Alors soit parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler par la politique interne de l'entreprise, soit parce qu'ils n'ont pas envie. En tout cas, on sent qu'il y a clairement une gêne à parler de ces traitements de données. C'est quelque chose... voilà, donc ils parlent pas forcément très librement. Donc il y a quand même un petit peu d'embarras de la part de ces acteurs qui savent très bien qu'ils collectent des données nombreuses et variées sur les utilisateurs, et puis que ils ont pas envie de faire trop de bruit par rapport à ça non plus. Donc tant qu'ils peuvent éviter d'en parler, ils évitent. Faut pas oublier que c'est leur business model. Donc, si y a un peu trop de prise de conscience et des gens qui se lèvent contre ça, ou même qui décident de passer chez le concurrent parce que le concurrent a l'air d'être un peu de laver plus blanc que blanc, ça va pas faire leurs affaires. Non, ça c'est sûr. Par contre, je pense qu'il y a certains lecteurs du site qui m'ont contacté et qui m'ont demandé est-ce qu'il faut absolument passer chez Suunto ou Polar parce que eux ils sont soumis à RGPD et pas Garmin. Là, on peut clairement dire que non, ça change rien. Normalement, Garmin est soumis exactement la même chose. Tant qu'on est un consommateur qui a conclu son contrat de vente en Europe, dans l'Union européenne, la marque est aussi bien soumise à RGPD qu'elle soit américaine, finlandaise, suisse ou même chinoise. Donc là, il y a pas de différence. Après, probablement que c'est un petit peu plus compliqué pour la CNIL, par exemple, d'aller intenter une action en justice contre une marque chinoise qui est pas représentée en Europe par rapport à une marque française comme Withings, par exemple. Mais par contre, le cadre légal est le même normalement pour tout le monde. Et d'ailleurs, sur ce cadre légal, une question pour toi, Nicolas. On est bien d'accord, c'est dès lors qu'il y a un utilisateur en Europe qu'une marque non européenne est obligée de se plier au RGPD. Mais ça, c'est la théorie. En réalité, quel risque prend une marque non européenne qui va, sans le vouloir, avoir une dizaine, une centaine, un millier d'utilisateurs européens et qui ne serait pas compliant, enfin qui ne serait pas en accord avec le RGPD? Elle prend le risque de se faire attraper par la CNIL et d'avoir une amende jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires global. À savoir que, notamment pour pour tout ce qui est sportif, où on traque beaucoup avec le GPS, le fait d'être sous le RGPD, c'est
pas seulement où on signe le contrat, c'est vraiment où a lieu le traitement. C'est-à-dire qu'un Suisse qui va faire son run au Salève en France sera protégé par le RGPD, puisque le traitement de la donnée GPS se fera en France. Vous voyez ? Donc en réalité, beaucoup de gens vont se trouver protégés par le RGPD, même s'ils ne sont pas forcément français ou européens. Et donc, moi, j'ai peine à croire que ces applis, s'il y en a que 10 ou 100 utilisateurs en Europe, je pense qu'ils ont meilleur temps de les supprimer et de cibler un potentiel purement chinois, par exemple, si on prend une application chinoise, plutôt que d'avoir une centaine d'utilisateurs qui pourraient faire des traitements en Europe et qui, du coup, les obligeraient à se soumettre au RGPD. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le cas de Endomondo qui a décidé de couper son service à tous les Européens ? Ah oui, il y en a qui commencent à faire ça. Parce que c'est une histoire à la fin, c'est une histoire de gros sous, je veux dire. Le risque de perdre, je ne sais pas, 1000 utilisateurs européens versus se prendre une amende à 20 millions, peut-être que ça vaut plus le coup de perdre quelques utilisateurs, oui. On est bien d'accord, hein. C'était un point que je voulais soulever pour alerter à nouveau les utilisateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit tiens, une marque chinoise ou une marque américaine qui est pas trop ou même pas du tout vendue en Europe, qui a l'air sympa et de faire des beaux produits, ce serait dommage qu'il se lance dans un achat et que dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, la marque le contacte en disant écoute mon gars, désolé mais t'es européen, on vend pas en Europe, on sait pas comment t'as eu notre produit, mais de toute façon tu peux pas l'utiliser ici. Ça c'est un risque s'il n'y a pas de channel de distribution directement en Europe, effectivement, de voir des marques qui, pour éviter des grosses amendes, comme le disait Nicolas, vont renoncer à offrir des services numériques aux citoyens européens ou aux personnes qui l'utiliseraient en Europe. Mais je pense que plus globalement, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la RGPD, c'est que c'est une loi qui est relativement jeune maintenant. Elle a eu un peu plus d'une année au moment où on enregistre ce podcast. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui se mettent en place. Il y a encore plein de sociétés qui n'ont pas encore vraiment pris les choses en main parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir Nicolas chez eux pour leur donner des conseils et puis les guider dans l'implémentation des nouvelles guidelines par rapport à cette loi. Mais on peut espérer que dans 3-5 ans, en tout cas les acteurs majeurs et tous les fournisseurs de services digitaux s'y seront mis de manière un petit peu plus sérieuse, et puis que si tu refaisais un assessment dans 5 ans des conditions d'utilisation de ces plateformes, on ait des résultats qui soient bien meilleurs. Oui, alors clairement, premièrement, il faut savoir qu'en Europe, ça a beaucoup bougé. Même des petites PME, des petites startups dans des objets connectés, etc., font pas mal d'efforts. Là où aux USA, c'est que ceux qui avaient un vrai intérêt en Europe qui ont vraiment bougé un peu. Mais l'autre point aussi, l'autre côté du miroir, il y a quand même eu plus de 150 000 plaintes en une année sur les autorités européennes. Donc forcément, il y a un backlog. Donc il y a aussi cet effet où aujourd'hui on se dit oui, ça fait 1 an que c'est là, il y a eu 10 amendes à tout casser, finalement, est-ce que c'était pas un pétard mouillé ? Oui, mais attendez que le backlog de plaintes soit traité et ça risque de pleuvoir les amendes ou parce que l'amende n'est que le dernier outil, je dirais, des autorités pour vous punir. Elle peut vous mettre à l'épreuve, elle peut vous donner un délai de remédiation. Exactement. Voilà. Mais à mon avis, des sanctions, il va y en avoir qui vont tomber ces prochains mois parce qu'il y a un backlog énorme de plaintes. Bon, on en reparlera dans quelques mois. Peut-être on fera un suivi de cette émission dans 2 ou 3 ans pour voir effectivement, comme disait Greg, si les marques de trackers sportifs se sont mis à la page, voir s'ils ont arrêté leur activité parce que l'amende en Europe les a fait réfléchir. Oui, exactement. Bon, je pense que, alors honnêtement, je vois mal Strava, Garmin, Fitbit arrêter leur activité en Europe, personnellement. Mais effectivement, je pense qu'ils ont tout intérêt à améliorer de manière continue leurs conditions en termes de confidentialité des données et puis d'interopérabilité pour se conformer de plus en plus strictement à RGPD. Effectivement. Tout à l'heure, Grégory, tu as un peu lancé une perche. Tu as dit que toutes les sociétés n'étaient pas forcément à la page ou compliant parce qu'ils n'avaient pas Nicolas avec elles pour pouvoir tout faire comme il faut. Mais alors justement, Nicolas, si nos auditeurs sont employés d'une société comme ça, ou même si nos auditeurs ont simplement envie d'en savoir plus, d'échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Ils peuvent déjà aller sur mon site web www.redstoneconsulting.ch
ou sur LinkedIn où j'accepte volontiers des demandes de connexion. Je donne aussi des cours à la HES en Valais. Je parle souvent dans des conférences et notamment la semaine prochaine, sauf erreur, à la Fédération des entreprises romandes de Genève, où je vais animer des ateliers justement comment faire en cas d'incident, comment réagir, puisque le RGPD vous donne 72 heures pour réagir. Autant dire que si on n'est pas prêt, c'est très compliqué. Donc voilà, je suis tout à fait ouvert à parler de ces sujets qui me passionnent en plus d'être mon métier. Bon, bah c'est parfait, le message est passé. Et toi, Greg, où est-ce qu'on te retrouve ? Normalement, déjà sur notre site de podcast, mais aussi... Exactement, oui. Alors, une fois toutes les 2 semaines, dans le podcast des sportifs connectés, et puis tout le reste du temps sur nakan.ch. Bon, c'est parfait. Et puis sur tes réseaux sociaux. Mais messieurs, est-ce qu'on se retrouverait pas aussi tous les 3 sur Strava, un de ces 4 ? Oui, je pense. Avec grand plaisir, pas plus tard que ce soir. Bon, bon entraînement d'ici là. Moi, la seule chose que je voudrais faire, c'est inviter nos auditeurs à aller sur les plateformes de podcast, sur la plateforme qu'ils utilisent le plus possible, leur plateforme préférée, si possible qu'elle soit compliant avec GDPR, et à nous mettre tout plein d'étoiles pour faire remonter un petit peu le podcast de Nakan dans les rankings et que l'on puisse diffuser la bonne parole au plus de sportifs possible. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps et pour cet épisode, et puis je vous dis à bientôt. Merci, Hermano. Merci.